Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chères téléspectatrices. Je me nomme Sémou Diouf, je suis professeur de lettres, d'histoire et de géographie au CMX-CMT de Diourbel. Permettez-moi, avant de commencer, de saluer les autorités académiques, en commençant par l'inspecteur d'académie, l'inspecteur de l'éducation et de la formation, monsieur les formateurs, monsieur les proviseurs, messieurs les principaux, chers collègues, élèves et parents d'élèves. Aujourd'hui, on va présenter une leçon de géographie en classe de 3e. En général, le programme de géographie est réparti en 4 grandes parties, à savoir la Terre, une planète du système solaire, la Terre, une planète menacée, la Terre, une planète divisée et la Terre, une planète solidaire. Aujourd'hui, la leçon qu'on va présenter porte sur la 3e partie, qui est la Terre, une planète divisée. Elle est intitulée « Les inégalités de développement, niveau de vie, revenus, démographie, échange, exploitation ». Cette leçon a une importance capitale car elle nous permet d'aborder les savoir-faire en géographie, c'est-à-dire la construction des courbes, histogrammes et des diagrammes circulaires et semi-circulaires. Au terme de la leçon, l'élève doit comprendre clairement ce qu'est les inégalités de développement, niveau de vie, revenus, démographie, échange et exploitation. Savoir caractériser et identifier les critères de développement, distinguer les pays riches des pays pauvres, savoir expliquer les aires géographiques entre les pays développés et les pays sous-développés. On va commencer par l'introduction. Le monde n'évolue pas au même rythme. Des inégalités de toute nature se manifestent à l'échelle de la planète. Les inégalités de richesse, de revenus sont tout aussi grandes que celles relevées en matière d'échange ou de croissance démographique, c'est-à-dire de l'augmentation de la population. L'opposition entre pays riches et pays pauvres, entre le nord et le sud, entre dominants et dominés, reste un trait fort du monde actuel. Grand 1, la problématique du développement. Le développement est une notion globale. Il n'est pas simplement une affaire de richesse économique ou de niveau de production. Donc, je disais que le monde n'évolue pas au même rythme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des déséquilibres, des disparités. Et ces disparités se manifestent à l'échelle de la planète et sont d'ordre donc en matière d'échange, c'est-à-dire de commerce, ou de croissance démographique, c'est-à-dire de l'augmentation de la population. Les pays riches également sont appelés des pays dominants, les pays pauvres, les pays dominés, ou par exemple les pays du Nord et les pays du Sud. Grand 1, nous allons aborder la problématique du développement, c'est-à-dire ce qu'est le développement. Le développement est une notion globale. Il n'est pas seulement une affaire de richesse économique ou de niveau de production. Depuis longtemps, les économistes définissent le développement d'un pays en se basant sur le produit national brut, qui est le PNB. Qu'est-ce que le PNB? Le PNB, c'est l'ensemble des valeurs et des richesses réalisées par an, par pays et par habitant. Et également, le produit national intérieur brut, qui est le total de la valeur ajoutée des biens et des services réalisés dans un territoire pendant une période donnée, y compris par les ressortissants étrangers. Chers élèves, on peut calculer le PNB également en utilisant PNB égale à PIB plus richesse réalisée par les nationaux, c'est-à-dire les Sénégalais de l'extérieur, moins les richesses réalisées par les étrangers dans le pays, c'est-à-dire d'autres nationalités qui ont des entreprises ou bien des industries, ça peut être des Guinéens ou bien des Français ou bien des Maliens. Mais est-ce que ces indicateurs tout simplement permettent de définir le développement, d'avoir une approche globale du développement? C'est pourquoi
le programme des Nations Unies pour le développement, c'est-à-dire le PNUD, a élaboré un autre indicateur comme l'IDH. Et qu'est-ce que l'IDH? La problématique du développement. Le développement est une notion globale. Il n'est pas simplement une affaire de richesse économique ou de niveau de production. Depuis longtemps, les économistes définissent le développement d'un pays en se basant sur le produit national brut. Qu'est-ce que le produit national brut, chers élèves? C'est l'ensemble des valeurs et des richesses réalisées par an, par habitant et par pays. Et également le produit intérieur brut qui est le PIB. Le PIB, c'est le total de la valeur ajoutée des biens et des services réalisés dans un territoire pendant une période donnée, y compris par les ressortissants étrangers. En d'autres termes, produit national brut égale à produit intérieur brut plus richesse réalisée par les nationaux à l'étranger, c'est-à-dire les Sénégalais de l'extérieur, moins les richesses réalisées par les étrangers dans le pays, c'est-à-dire donc les étrangers qui ont des entreprises, des industries dans le pays, comme les Guinéens, comme des Maliens ou bien des Français. Mais ces deux indicateurs s'avèrent impossibles donc de définir correctement la notion du développement. C'est pourquoi le programme des Nations Unies pour le développement a élaboré un indicateur de développement humain qu'on appelle IDH. Qu'est-ce que l'IDH? L'IDH est un indice synthétique qui prend en compte le revenu du pays, l'espérance de vie et le niveau d'instruction des populations sur une échelle variable de 0 à 1. C'est-à-dire, chers élèves, l'indice de développement humain est jugé plus complet et permet donc de savoir quels sont les pays développés et quels sont les pays sous-développés. Lorsqu'un pays est proche de 0,9, de 0,8, on peut dire que ce pays-là est un pays développé. Et lorsque l'indice de développement humain est proche de 0,2, 0,3, 0,4, on est dans les pays sous-développés ou bien les pays en voie de développement. C'est à partir de ce moment qu'on se permet de définir correctement le développement. Qu'est-ce que le développement? Le développement est défini comme un processus qui conduit à une société, une nation ou un pays à satisfaire les besoins indispensables de sa population, c'est-à-dire les besoins vitaux, à l'épanouissement intellectuel et à un niveau de vie acceptable. Donc, on va observer le document numéro 1, l'IDH calculé à partir des différentes variables. On a les pays Norvège, Canada, États-Unis, Chine, Afrique du Sud, Sénégal, Yémen, Haïti, Afghanistan, Burkina Faso, Tchad. Et l'IDH, leur IDH. La valeur de l'IDH, 0,938 pour le Norvège, 0,888 pour Canada, 0,902 pour les États-Unis, 0,699 pour le Brésil, 0,663 pour la Chine, Afrique du Sud 0,597, le Sénégal 0,411, Yémen 0,439, Haïti 0,404, Afghanistan 0,349, Burkina Faso 0,305 et Tchad 0,295. À partir de ce tableau, le document est extrait du rapport sur le développement humain 2010, Programme des Nations Unies pour le développement. Il y a donc une source qui est beaucoup plus récente, mais on a travaillé donc avec le document donc de 2010. Chers élèves, à partir de ce tableau, vous pouvez identifier quels sont les pays développés. Donc si on pose la question à savoir quels sont les pays développés, l'élève peut répondre les pays développés sont Norvège, Canada, États-Unis, parce qu'ils ont des IDH donc, de 0,938 pour Norvège, 0,888 pour Canada et 0,902 pour États-Unis. Donc ce sont des pays développés, c'est-à-dire des pays riches. Et des pays comme Brésil, Chine, Afrique du Sud, ce sont des pays émergents. Et les autres pays, donc Afrique du Sud, Sénégal, Yémen, Haïti, Afghanistan, Burkina Faso et Tchad sont des pays pauvres. Donc, c'est-à-dire que, chers élèves, à partir de l'indice de développement humain, donc les pays pauvres sont Sénégal, Yémen, Haïti, Afghanistan, Burkina Faso et Tchad. Mais, chers élèves, il y a d'autres indicateurs qui permettent donc de définir le développement.
C'est des indicateurs comme le taux de mortalité, le taux d'urbanisation, le taux de chômage, la consommation d'énergie, le taux d'activité de la population, taux d'abonnés téléphonie mobile, taux de croissance économique. On va passer à la deuxième partie de la leçon, pays riches et pays pauvres. Un nord riche mais hétérogène. Chers élèves, on dit un nord riche, mais il y a un mais. Cela veut dire que tout n'est pas rose dans les pays développés. Croire que l'Europe c'est l'Eldorado, en fait, dans les pays développés, donc les pays développés présentent des niches de pauvreté. On va les caractériser en petit 1. Les pays du Nord, encore appelés pays industrialisés, développés ou riches, représentent 20% de l'humanité et produisent 80% des richesses mondiales. Leur économie est puissante et fondée sur des productions agricoles et industrielles et des services. Ils détiennent les grandes bourses de valeurs et de marchandises. Londres, Tokyo, New York, Chicago. Ils dominent les organisations économiques internationales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce qui est l'OMC. Pour mieux asseoir leur hégémonie, c'est-à-dire leur domination, et avoir des orientations communes, les 8 pays les plus industrialisés ont créé le G8, c'est-à-dire la France, le Japon, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, Canada, États-Unis, Russie. Aujourd'hui, chers élèves, il faut noter qu'on ne parle plus de G8, mais on parle donc de G7, parce que la Russie n'en fait plus partie. Les PID, c'est-à-dire les pays industrialisés développés, ont un niveau de vie très élevé. Donc, chers élèves, il faut commencer donc à établir un tableau entre pays développés et pays sous-développés. Un encadrement médical et social très performant, avec un médecin pour 350 habitants. L'alphabétisation est presque universelle, c'est-à-dire 25 élèves par classe. L'espérance de vie est de 74 ans pour les hommes et 82 ans pour les femmes. Cela leur donne un fort IDH de 0,916. Par ailleurs, la faible fécondité et le contrôle de la natalité se traduisent par une famille restreinte. C'est-à-dire que dans ces pays-là, ce sont des pays qui adoptent une politique de limitation des naissances. Cependant, la population urbaine qui vit en ville à 80% diminue a tendance à se baisser dans certains cas. En fait, ce sont des pays de liberté démocratique et de régime politique largement stable, contrairement dans les pays donc sous-développés. C'est-à-dire que dans ces pays, c'est rarement qu'on note donc des guerres civiles ou bien des coups d'État. On va passer donc à la géographie et poids des pays industrialisés développés. L'alphabétisation est presque universelle, avec 98% donc aux États-Unis. L'espérance de vie est de 74 ans pour les hommes et 82 ans pour les femmes. Cela leur donne un fort IDH de 0,916. Par ailleurs, la faible fécondité et le contrôle de la natalité se traduisent par une famille restreinte. C'est-à-dire que dans les pays développés, ils ont tendance à pratiquer ce qu'on appelle une politique de limitation des naissances. Si vous prenez donc un pays comme la Chine, donc ils adoptent donc un couple, un enfant, c'est-à-dire donc l'enfant unique. Cependant, la population urbaine à 80% diminue et tend à baisser dans certains cas. Enfin, ce sont des pays de liberté démocratique et de régime politique largement stable. Je l'ai dit, contrairement à ce qui se passe donc souvent en Afrique, ici donc ce sont des pays qui ne connaissent pas donc de guerre civile ou bien de coups d'État en général. Petit 2, géographie et poids des pays industrialisés développés. Malgré son opulence, le monde développé connaît des disparités, donc c'est-à-dire des inégalités, des déséquilibres donc criantes, notoires. D'autre part, il y a la triade capitaliste, donc 3 pôles, Europe occidentale, États-Unis, Japon, à laquelle il faut ajouter également le Canada. D'autre part, on a un pôle asiatique avec les nouveaux pays industrialisés, Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour, appelés aussi les 4 dragons de l'Asie du Sud-Est. Enfin, il y a les pays de l'ancien bloc communiste qui connaissent une transition difficile. À côté de ces 3 pôles, il faut ajouter l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cependant, dans chacun de ces ensembles, il y a des niches de pauvreté extrêmes, comme les aborigènes d'Australie et de la Nouvelle-Zélande.
les exclus donc de l'Union européenne, c'est-à-dire de l'UE, appelés donc les SDF, c'est-à-dire les sans domicile fixe, et les victimes de la discrimination raciale, encore très actives aux États-Unis. Donc, croire que l'Europe, les chers élèves, que l'Europe est l'Eldorado, donc c'est une façon de nous tromper. Parce que dans ces pays industrialisés et développés, il y a des niches de pauvreté. C'est-à-dire que dans ces pays, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, qui dorment donc au niveau de la rue, qu'on appelle parfois donc des clochards. Même cela est présent aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des quartiers qu'on appelle des quartiers déshérités, donc avec les ghettos et les favelas. En Amérique du Sud, Grand Bay, un sud pauvre est marqué par la diversité. Petit 1, caractéristique des pays sous-développés. Les pays du Sud, encore pays pauvres, sous-développés, pays en voie de développement, pays du tiers-monde ou périphérie, regroupent 80% de la population mondiale, soit 4,5 milliards d'habitants. Aujourd'hui, en 2020, la population mondiale est estimée à 7 milliards 714 millions 799 000, mais ne consomme qu'environ 20% donc des richesses. Donc, si vous regardez, on a dit que les pays développés représentent 20% de la population mondiale et produisent les 80% donc des richesses mondiales. Alors que les pays développés, les pays sous-développés, représentent 80% de la population mondiale et ne produisent que 20% donc des richesses mondiales. Donc c'est un véritable problème. Leur niveau de vie est faible. Le produit national brut moyen par habitant est inférieur à 1 600 $ et peut descendre jusqu'à 70 $ au Tchad. L'espérance de vie moyenne est de 60 ans. L'analphabétisme touche encore 40% des adultes et 14% des moins de 15 ans. L'IDH moyen est de 0,570 et peut descendre jusqu'à 0,389 en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire au sud du Sahara. Au sud du Sahara, nous avons des pays comme le Sénégal, comme le Mali, comme Burkina Faso, comme la Côte d'Ivoire, donc, etc., chers élèves. La population rurale, c'est-à-dire la population qui vit au niveau des campagnes, est à 60%, connaît une forte fécondité. Donc ici, j'avais demandé d'établir un tableau qui permet donc de comparer également les pays développés et les pays sous-développés. On avait dit que au niveau des pays développés, ils ont donc une faible fécondité. Alors que pour les pays sous-développés, ils ont une forte fécondité qui alimente donc une forte croissance démographique, c'est-à-dire l'augmentation donc de la population. C'est donc la mortalité infantile, c'est-à-dire au niveau de ces enfants, reste encore très élevée. Les pays pauvres sont victimes de la famine, des épidémies, des endémies, et aujourd'hui également, on a donc cette pandémie qui sévit le monde entier, donc qui est le Covid-19, donc qui est cette pandémie qui sévit le monde, qui est la pandémie qui sévit le monde, qui est le Covid-19, et qui n'a même pas épargné les pays développés. C'est l'occasion pour les pays sous-développés de revoir leur plateau médical. Les endémies pour une faible couverture médicale, un médecin pour 18 000 habitants. Donc de revoir leur plateau médical et d'investir davantage dans le domaine sanitaire. Enfin, ce sont des pays de limitation des libertés et d'instabilité politique. En général, dans les pays sous-développés, on note donc des guerres civiles, des coups d'État, etc., contrairement à ce qui se passe donc dans les pays développés, chers élèves. Petit 2, géographie des pays du Sud. Les pays sous-développés connaissent globalement une diversité qui permet de distinguer plusieurs situations. Là-bas, on avait parlé donc des pays de la triade au niveau des pays développés. Par exemple, on avait parlé donc de 3 pôles, un pôle européen, un pôle américain et un pôle asiatique. Ici, au niveau des pays sous-développés, nous avons plusieurs situations. On a d'une part les pays de l'OPEC, c'est-à-dire l'organisation des pays exportateurs de pétrole, qui se sont enrichis avec
les pétrodollars avec donc des PNB supérieurs à 8 000 $ dans les monarchies du Golfe, c'est-à-dire des pays comme Arabie Saoudite ou bien Koweït. D'autre part, il y a les puissances émergentes, comme le Brésil, la Chine, le Mexique, l'Argentine, qui réalisent plus de 80% de la population industrielle du tiers-monde. En fait, au bas de l'échelle, il y a les PMA, les pays les moins avancés, qui forment le quart-monde et dont la majorité se trouve en Afrique au sud du Sahara. Cependant, chers élèves, l'ensemble de ces pays conserve certains caractères du sous-développement, comme l'analphabétisme, les inégalités sociales, un retard technologique et la dépendance, ce qui nous permettra donc d'aborder les échanges et les exploitations. Donc l'échange, grand 3, échange et exploitation. Donc l'échange, c'est le commerce. En grand A, nous avons donc la mondialisation des échanges, c'est-à-dire la globalisation. Depuis 1960, les échanges ont pris une tournure internationale. Ils concernent un marché sans cesse en extension avec des produits divers. Les produits manufacturés, chers élèves, les produits manufacturés, ce sont des produits qu'on a transformés au niveau des industries et des entreprises et qui occupent la part du lion avec 70% des échanges internationaux. Par contre, les matières premières agricoles, énergétiques et minières ne pèsent pas lourd dans la balance commerciale. Les échanges internationaux s'effectuent d'abord entre l'Europe, l'Asie de l'Est et l'Amérique du Nord. L'Afrique, quant à elle, ne représente que 2% du commerce mondial. Certains pays, pour mieux développer leur commerce, ont créé de grands ensembles. C'est-à-dire, si on prend donc, c'est le cas de l'ALENA qu'on retrouve en Amérique du Nord, accord de libre-échange nord-américain, qui regroupe les États-Unis, le Canada, le Mexique. L'exemple de l'OCDE, organisme donc de coopération et de développement économique, qui regroupe plusieurs États européens, les États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée du Sud, le Mexique, le Mercosur, c'est-à-dire le marché commun d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, dans le but de promouvoir et renforcer le libre-échange, l'Organisation mondiale du commerce, fondée en 1993 et entrée en vigueur le 1er janvier 1995, a été mise sur pied avec mission de gérer et contrôler les accords de libre-échange et de réglementer le commerce mondial. B. L'échange inégal. Qu'est-ce que l'échange? Chers élèves, l'échange est un système de relations économiques établi entre États ou continents. Aujourd'hui, on assiste à un échange inégal, c'est-à-dire l'échange est déséquilibré, donc qui résulte de la division internationale du travail et de l'inégalité économique des partenaires, et se traduit par deux éléments. La fluctuation des prix des produits de base. Les produits de base, ce sont les produits donc, des matières premières, comme on l'avait cité, donc, les matières premières agricoles, les matières énergétiques et également les matières donc, minières. Sont fixés arbitrairement par les bourses commerciales des pays industrialisés développés. Exemple, Chicago, Londres, Rotterdam. En fonction d'un marché insensible sort aux producteurs du tiers-monde. Et également, en deux, nous avons la détérioration des termes d'échange. Qu'est-ce que la détérioration des termes d'échange? C'est la tendance à baisser des prix des produits de base du Sud, c'est-à-dire donc des pays du tiers-monde, et à la hausse donc de celui des biens d'équipement du Nord. Et quelle est la conséquence qu'elle va entraîner? Elle va entraîner la dégradation du pouvoir d'achat des pays du Sud, le déficit donc de leur balance commerciale, et un surendettement massif qui a atteint le seuil critique de 2600 milliards de dollars, dont plus de 350 milliards pour l'Afrique, donc au sud du Sahara. Donc, chers élèves, donc, il y a des interrogations. L'Afrique est un continent qui regorge d'importantes ressources naturelles, mais connaissent une balance commerciale qui est déficitaire. Cela est dû à quoi? En général, ce ne sont pas les pays africains qui fixent donc les produits de base. Donc, ce sont les pays industrialisés développés qui fixent les prix de base et ont tendance donc à
à baisser donc les prix donc des pays des matières premières. Et cela se traduit par une balance commerciale déficitaire. Qu'est-ce que la balance commerciale? Chers élèves, comment calcule-t-on la balance commerciale? Pour calculer la balance commerciale, il faut dire exportation, donc moins importation. Et il faut noter que même si on a tendance à exporter beaucoup et à importer peu, notre balance peut rester déficitaire. Parce que ce n'est pas donc la valeur qui est importante. C'est vrai que ce que nous importons a plus de valeur, parce que ce sont des matières premières, on va les transformer, mais le problème qui se pose, c'est que le prix de ces matières premières ne pèse pas lourd au niveau de la balance commerciale. Donc c'est pourquoi donc en général, la balance commerciale des pays sous-développés est déficitaire, alors que la balance commerciale des pays développés est excédentaire. Et cela donc se traduit par un surendettement massif. Donc vous contractez une dette, avant même de payer la dette, vous contractez une autre dette, vous vous endettez. Qui atteint donc le seuil critique de 2600 milliards de dollars, dont plus de 350 milliards pour l'Afrique au sud du Sahara. Pour pallier aux difficultés économiques liées à l'échange, les pays les plus pauvres se tournent vers l'aide extérieure des pays riches, qui installent une dépendance continuelle des pays du Sud. Et qu'est-ce que l'aide extérieure? Est-ce que cette aide est-elle profitable? Parce qu'on a vu juger que depuis 1945, on a créé donc l'Organisation des Nations Unies. Et l'Organisation des Nations Unies a comme vocation de sauvegarder la paix et la sécurité dans le monde, mais également donc de promouvoir le développement économique et social de ces pays membres. C'est-à-dire que est-ce que cette aide extérieure donc est utile? On peut dire que c'est utile parce que ça permet donc de financer donc des projets. Mais jusqu'à présent, les pays sous-développés, avec cette aide, donc, retombent donc dans un sous-développement. L'aide extérieure, comme l'a défini Sylvie Brunel, l'aide extérieure est un chèque en blanc qui ne sert qu'à enrichir donc, les riches donc, des pays pauvres. Et ici donc, en Afrique, l'adage dit souvent que la main qui donne est au-dessus donc, de la main qui reçoit. Et il y a un proverbe chinois qui a dit il faut apprendre à quelqu'un à pêcher du poisson que de lui donner du poisson tous les jours. Le développement, chers Africains, c'est un développement qui se construit. Si l'Afrique donc a besoin de se développer, il n'a qu'à donc miser donc sur le travail. Il n'y a que le travail qui peut développer donc un pays. On va aller donc vers la conclusion. Ici, on a les indications des rapports entre les aires géographiques de développement dans le monde. Ici, le document présente donc les flux commerciaux en milliards de dollars pour le document 3 et le document 4, la carte des migrations internationales. Donc, chers élèves, si vous regardez la carte, donc les flux migratoires commerciaux donc, se passent ici au niveau donc, de l'Europe de l'Ouest, au niveau donc, de l'Amérique du Nord, mais également donc, au niveau de l'Asie. Donc c'est ce qu'on appelle donc la triade. Mais également, vous verrez que les flux migratoires sont plus importants au niveau donc de ces trois axes, mais également au niveau donc de l'Amérique du Sud. L'Afrique, comme on l'avait dit, ne présente que 2% donc du commerce mondial. C'est pourquoi également donc vous avez donc elle est représentée par des flux commerciaux, par des flèches très faibles. Alors que donc les autres flèches au niveau donc de la triade, vous verrez que c'est des flux commerciaux très importants au niveau donc de l'Amérique du Nord, au niveau de l'Europe et également au niveau de l'Asie. Et il y a donc trois pôles qu'on avait. On avait donc un pôle américain avec une intégration économique qu'on appelle ALENA, Accord de libre-échange nord-américain. Nous avons donc un pôle européen qu'on appelle UE et également un pôle asiatique. Nous avons donc les quatre dragons de l'Asie du Sud-Est plus donc le Japon. Le commerce donc s'effectue entre ces trois zones. Nous allons passer donc au niveau de la conclusion. Conclusion. À l'échelle du monde, les inégalités de développement se sont accrues. Les pays défavorisés deviennent de plus en plus pauvres, impliquant une dépendance vis-à-vis des pays du Nord. La mondialisation vient aujourd'hui aggraver cette situation, favorisant les pays du Nord au détriment donc des pays du Sud. Évaluation.
Donc, chers élèves, on va vous donner 2 à 3 sujets de dissertation qui vous permet donc de mieux comprendre et de s'exercer par rapport au cours qu'on vient donc de développer sur les inégalités de développement, niveau de vie, revenus, démographie, échange et exploitation. On demande à l'élève ici donc de caractériser les relations entre les pays développés et les pays donc sous-développés. Donc, deuxième sujet, dégager le rôle et la place des pays développés, émergents et sous-développés dans les échanges mondiaux. Donc, chers élèves, il faut comprendre ici, on va profiter de l'occasion que la logique donc, du cours n'est pas la logique d'un sujet de dissertation. Il ne s'agit pas donc d'apprendre par cœur, mais il faut tout simplement essayer donc de voir l'organisation donc d'un sujet donc de dissertation pour mieux comprendre si vous allez à l'examen. Merci donc chers téléspectateurs et téléspectatrices.